Merci de votre accueil. Merci à Antoine Messonnier donc, de cette sollicitation. Je vous l'avoue qui au début m'a un petit peu surprise. Je me suis demandé quel était le lien entre l'affaire du Mediator et la question des archives. Et puis en y réfléchissant, j'ai rapidement réalisé à quel point cette quête que je vais vous raconter est aussi une quête frénétique d'archives du passé, du présent, et de préparer également les archives du futur, comme cela a été souligné. Je vais vous montrer, alors, une image. Je ne sais pas s'il y a moyen de la projeter. Cette photo-là, elle a été prise dans les archives de l'hôpital. Il n'y aura pas grand-chose à défiler, enfin juste à la fin, je me remettrai là. Elle a été prise dans les archives de l'hôpital, donc ce sont des dossiers médicaux, comme vous le savez, qui sont sous le sceau du secret médical. Et cette photo, elle est parue, c'est la première photo pratiquement qui soit parue dans les médias après la publication du livre que j'ai écrit, livre témoignage, qui s'appelle Mediator, donc 150 mg, combien de morts. Et nous avons reçu, parmi les premiers journalistes qui se sont intéressés à cette histoire, des journalistes du magazine Grazia. Ça peut paraître léger, en réalité, cela montre aussi le fait que cette question percute la question de la place des femmes et de leur rapport au corps dans la société. Et donc, la journaliste de Grazia fait des tas de photos, et celle qui est sortie, c'est celle-ci, celle des archives. Et cette photo-là a largement inspiré, et cette histoire, un film qui a été tourné, qui raconte l'affaire du Mediator, qui s'appelle La fille de Brest, qui a été tournée par la réalisatrice Emmanuelle Berco, qui a été donc projetée dans les salles fin 2016. Et vous pouvez montrer la photo suivante. Voilà un extrait de ce film qui retrace la quête dans les archives de l'hôpital. Puis, on va y revenir, dans des bases de données beaucoup plus larges, le destin tragique des personnes exposées au Mediator. Alors, je vais essayer de vous résumer cette histoire-là. Vous allez voir, elle est finalement parfois même moins médicale que policière. Alors, quand j'étais jeune médecin, à l'âge de 27 ans, j'ai été interne dans un service qui était spécialisé pour étudier des maladies très rares qui touchent les vaisseaux du poumon, qui s'appelle l'hypertension artérielle pulmonaire, qui est une maladie extrêmement rare et constamment mortelle à l'époque, en à peu près 2 ans. Ça, c'était dans les années 90. Et les médecins de ce service, à l'hôpital Antoine Béclair, à Clamart, étaient absolument persuadés qu'un certain nombre de jeunes femmes qui venaient mourir dans le service donc d'insuffisance cardiaque étaient en réalité les victimes de l'exposition à un coupe-faim dérivé de l'amphétamine qui était massivement commercialisé par les laboratoires Servier et sous les noms de Pondéral et d'Isoméride. Cette affaire-là m'a beaucoup marquée car cela a été un véritable combat de la part de ces médecins pour faire entendre cette alerte de pharmacovigilance majeure et finalement obtenir le retrait du médicament. J'étais dans ce service dans les années 90, des publications se succédaient, elles étaient toutes absolument accablantes. Finalement, en 1996, une grande étude internationale a montré que le risque de cette maladie mortelle était multiplié par 23. Et cela n'a pas suffi à faire interdire le médicament. Le médicament a été ensuite massivement commercialisé aux États-Unis. Et c'est aux États-Unis qu'un deuxième signal a émergé concernant les attaques des valves cardiaques en 1997. Et cela a été enfin le coup d'arrêt à la commercialisation de ces coupe-fins mortels. En France, cette affaire-là est restée complètement sous les radars et a été largement étouffée malgré les tentatives de certaines victimes et de journalistes et d'avocats à faire valoir leurs droits. Il y a eu, je crois, seulement 2 personnes qui ont pu obtenir, après 10 ans de combats juridiques acharnés, la possibilité d'être indemnisées, l'une à titre posthume.
Et aux États-Unis, il y a eu des class actions massives, c'est-à-dire des actions collectives qui ont permis d'indemniser plusieurs dizaines de milliers de victimes à hauteur de plusieurs milliards de dollars d'indemnisation. Donc tout ça se passait dans les années 97-2000. Alors, moi j'étais jeune interne, j'ai accompagné ces femmes, et puis ensuite, la vie continue, je me suis installée à l'hôpital de Brest et j'ai créé un centre de compétences qui s'occupe de l'hypertension artérielle pulmonaire, donc cette maladie très rare que j'avais appris à fréquenter. Et lorsque, 10 ans plus tard, donc cette affaire était derrière nous, largement, c'était fini. Et 10 ans plus tard, en 2007, j'ai pris en charge une patiente qui souffrait d'obésité, de diabète, et qui était traitée depuis une dizaine d'années par un médicament donc, antidiabétique des laboratoires Servier qui s'appelait le Mediator. Et je me suis souvenue à ce moment-là que les responsables du service parisien d'il y a 10 ans m'avaient dit, lorsque je les félicitais de leur combat pour le retrait de l'isoméride, qu'ils étaient préoccupés que rester sur le marché un antidiabétique un peu suspect, qui aurait peut-être certaines ressemblances avec cette isoméride terrible. Ça m'avait beaucoup choquée, comme vous pouvez l'imaginer, et j'avais donc gardé ce nom en tête. Et j'ai sursauté 10 ans plus tard lorsque j'ai vu que cette patiente qui souffrait de cette maladie très rare était traitée par du Mediator. Et je me suis demandé d'où... Voilà, il y a une petite lumière qui s'est allumée. J'ai donc appelé mes collègues parisiens qui m'ont confirmé qu'en fait, pour eux, l'affaire n'était toujours pas vraiment résolue. Ils avaient eu 1 ou 2 cas rapportés en pharmacovigilance et ça en restait à peu près là. J'ai prévenu aussi mes collègues cardiologues avec qui je travaille beaucoup et quelques mois plus tard, ils m'ont alerté sur la constatation en découvrant des atteintes des valves cardiaques très sévères chez des patientes qui jusque-là finalement ne suscitaient pas plus de questions que ça. Des valves cardiaques très abîmées, ce sont des indications d'opération à cœur ouvert. On change ces valves par des valves mécaniques. Ce sont les merveilles de la médecine et de la chirurgie moderne, mais aussi toutes ces complications. Et en interrogeant ces personnes, mes cardiologues s'apercevaient qu'elles avaient été également exposées au Mediator et ces complications cardiaques étaient celles qui avaient été décrites par les Américains avec l'isoméride. Donc cette histoire commence vraiment à me préoccuper et la première question que je me pose, c'est qu'est-ce que c'est que le Mediator? Alors nous les médecins, quand on veut savoir et faire des recherches bibliographiques, maintenant on va sur Internet et notamment sur les grandes bases de données scientifiques, PubMed en particulier, qui permet de retracer avec des mots-clés généralement pas mal de sources documentaires pour répondre à nos questions. Et là, il n'y avait pratiquement rien. Rien n'existait sur Internet, ce qui m'avait tout à fait surprise. Alors, on a interrogé les laboratoires Servier pour savoir quel était le rapport entre Mediator et isoméride. On a reçu un courrier nous expliquant que c'était des molécules radicalement différentes, qui n'avaient rien en commun sur le plan de la structure chimique, ni à l'état princeps, ni après l'ingestion et la métabolisation. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit que c'était une fausse alerte, d'autant plus qu'il s'agissait d'un médicament qui était commercialisé depuis 1976 et que nous étions alors en 2008. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on a été un petit peu plus loin? C'est que j'avais lu également des alertes dans une revue médicale indépendante de l'industrie pharmaceutique qui s'appelle la revue Prescrire. Et donc j'ai eu le réflexe, parce que quand même cette histoire me travaillait, d'écrire à la revue Prescrire en leur demandant d'où ils tenaient ces informations concernant la proximité supposée entre l'isoméride et le Mediator. Alors là, voilà, première histoire d'archives, effectivement. J'ai reçu quelques semaines après, par la poste, dans une grande enveloppe papier craft, des articles anciens des années 70 qui n'étaient pas disponibles sur Internet, qui n'étaient trouvables nulle part et qui étaient écrits par des chercheurs du laboratoire Servier et qui décrivaient un dérivé de l'isoméride qui n'était autre que la molécule du Mediator. Donc un premier indice absolument majeur qui a à nouveau réactivé mes inquiétudes. La deuxième chose, c'est que
la responsable de pharmacovigilance de l'hôpital, que j'avais également alertée, parce que nous avons l'obligation, en réalité, de faire des déclarations de pharmacovigilance. Ça fait partie de nos obligations quasi médico-légales, lorsque nous voyons des effets secondaires graves, potentiellement graves, liés à des médicaments ou des dispositifs médicaux. Et cette responsable de pharmacovigilance est allée fouiller dans ses propres archives, car elle avait été également expert à l'agence du médicament. Et elle est revenue avec quelques feuillets qui n'étaient pas datés, qui n'étaient pas signés, je ne savais pas très bien d'où ça venait, qui étaient assez mal écrits. Et je les ai déchiffrés. J'y ai passé des heures, parce qu'il y avait des formules chimiques dessus, je ne suis pas chimiste, mais qui manifestement racontaient quelle était la molécule de l'isoméride, quelle était la molécule du Mediator, et qu'est-ce que cela devenait dans l'organisme. Donc en tournant ces feuilles, en essayant de reconstruire ces molécules un petit peu comme des Legos, j'ai fini par comprendre d'une part que les molécules de l'isoméride et du Mediator étaient extrêmement proches, en ce sens qu'elles partageaient un noyau identique qui est le noyau qui caractérise les amphétamines. Les amphétamines, ce sont des drogues coupe-faim qui ont été psychostimulantes, puissamment psychostimulantes, c'est ce qui rend très intelligent, mais malheureusement aussi addictes, psychiatriques, et qui suscite une perte d'appétit majeure, donc qui fait maigrir. C'est pour ça que ça a été classé comme stupéfiant et finalement interdit à la consommation. Et donc il y avait un noyau amphétaminique des deux côtés. Et surtout, je me suis aperçue qu'une fois ingérées, ces deux molécules, l'isoméride et le Mediator, se transformaient en ce qu'on appelle un petit métabolite, c'est-à-dire une petite molécule qui porte l'action en réalité du médicament princeps. Et cette petite molécule était strictement identique, que l'on parle de l'isoméride ou qu'on le parle du Mediator, et c'est le seul gros mot que j'ai prononcé, ça s'appelle la norfenfluramine. Il se trouve que les Américains avaient été un peu plus loin dans les années 97, après la constatation d'un drame sanitaire qui était lié à ces coups de faim, et avaient essayé de comprendre pourquoi un coupe-faim amphétaminique s'attaque aux valves du cœur. Et ils avaient identifié que le coupable était cette petite molécule, la norfenfluramine, qui allait se fixer sur les valves cardiaques et qui créait des réactions tout à fait anormales au niveau de ces valves, aboutissant à leur épaississement et à leur destruction par des phénomènes de fibrose. Donc je réalise en 2008 que le Mediator sécrète à des concentrations identiques ce poison mortel, la norfenfluramine, et que cela est manifestement caché, c'est-à-dire non accessible, ni sur les moteurs de recherche, ni dans les archives, sauf ces quelques archives conservées par cette revue extrêmement rigoureuse qui est la revue Prescrire. Alors à partir de là, je m'interroge pour savoir comment avancer. Mes collègues cardiologues continuent maintenant à interroger leurs patients et on va découvrir au fil du temps plusieurs patients comme ça qui arrivent avec des valves détruites, ce qui jusque-là était plutôt attribué à d'autres causes, mais un peu par défaut. Et en réalité, on retrouve toujours derrière cette indication Mediator. Et puis finalement, je me dis, la seule façon d'avancer maintenant vraiment, c'est d'aller chercher dans les archives de l'hôpital. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'hôpital? C'est que nous avons donc, en fait, pour des raisons économiques et de financement des hôpitaux, nous avons l'obligation de coder les maladies. Lorsque vous êtes hospitalisé, par exemple, pour la prise en charge d'une atteinte des valves cardiaques, une valvulopathie, cela va correspondre à des codages et qui vont être un petit peu différents selon certaines caractéristiques de ces valvulopathies. Or, moi j'ai l'habitude, comme je suis un petit peu bazardeuse, ce qui n'est pas très bien pour les questions d'archives, mais par contre du coup j'ai des moyens pour me rattraper aux branches, et en particulier c'est d'aller questionner ces services d'archives, le DIM, département d'information médicale, des hôpitaux, donc ils me connaissent bien, car quand je cherche mes petits, mes malades, je vais souvent, par le biais des codages, récupérer ces listings de patients. Donc je m'adresse à mes collègues en leur demandant, je leur donne les codages
tout ça est assez réglementé, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit des demandes officielles qui soient validées par nos chefs de service. Nous sommes vraiment liés à les questions essentielles du secret médical et du contrôle des données, y compris lorsque nous sommes aussi soumis aux règles de la CNIL lorsque nous établissons des listings de patients pour nos recherches. Et donc, je demande à ce service de me sortir des archives les codages valvulopathie de ces dernières années, et ça correspond à des milliers et des milliers de dossiers. Donc, on recherche un petit peu une aiguille dans une meule de foin pour savoir où aller trouver la molécule du Mediator là-dedans. Alors, je vais essayer de faire des croisements, c'est-à-dire d'aller chercher ça plutôt chez les obèses, plutôt chez les diabétiques. Donc ça va un petit peu limiter la somme d'archives qui me sont remontées. Puis je m'y attaque un jour, en 2009, je me dis bon, bah, faut y aller maintenant et voir si, qu'est-ce que c'est que ces valvulopathies. En plus, je suis pneumologue, je n'y connais pas grand-chose. Est-ce que je peux retrouver parfois cette maladie particulière qui semble déclenchée par le Mediator? Donc je clique pendant des heures et des heures. Ces archives, elles sont papier, mais elles sont de plus en plus numérisées et donc disponibles sur informatique, ce qui est d'ailleurs parfois un peu complexe parce qu'on n'est ni tout à fait numérique, ni tout à fait papier. Et donc, je clique et je cherche, je fais défiler des centaines de dossiers. Alors, il y a beaucoup de valvulopathies qui sont liées au fait qu'on est âgé, au fait qu'on a des... Il y a plein d'autres raisons pour avoir des valves malades, mais je commence à identifier de temps en temps, tac, une valvulopathie un peu particulière, que je commence à reconnaître. Les valves se mettent à fuir, on ne comprend pas très bien pourquoi, et puis les gens sont hospitalisés de plus en plus souvent pour des crises d'étouffement subies, et finalement, soit ils décèdent, soit on peut les opérer et leur poser des prothèses cardiaques. Et à chaque fois, je retrouve effectivement dans les courriers donc, des médecins, etc., la trace du Mediator. Alors, sauf une fois d'ailleurs où je ne trouve pas de Mediator, je me dis zut, raté. Et je retrouve là le nom du médecin généraliste que je connais bien, donc je l'appelle et il me dit ah bah si, elle a eu 10 ans de Mediator. Vous voyez, c'est vraiment voilà, une vraie quête. Alors ensuite, les informaticiens du service me rappellent en me disant Madame Frachon, nous on a un petit logiciel qui nous permet d'aller chercher, qu'on a mis au point, dans les dossiers des malades, le mot-clé Mediator. C'est possible de vous cibler ces dossiers. Alors là, j'ai dit formidable. Et donc, effectivement, je vais avoir un condensé de dossiers ciblés et dans lesquels on va identifier une quinzaine de cas qui, pour moi, deviennent des cas absolument évidents, nés au milieu de la figure de ces valvulopathies gravissimes liées au Mediator. C'est un choc de découvrir cela, car entre-temps, j'ai réussi à obtenir les chiffres de vente du Mediator, qui est à peu près aussi fréquent, alors pour ceux qui sont asthmatiques, que la ventoline en France, c'est-à-dire vraiment pour un antidiabétique considéré comme obsolète et peu efficace, en fait des ventes massives, plus de 400 000 personnes en consomment tous les jours, et ce médicament est commercialisé depuis 1976. Et moi, je suis juste à Brest et j'ai au moins une quinzaine de dossiers gravissimes de ces dernières années. Et donc, j'essaye d'imaginer ce que ça peut représenter au niveau de la France entière et sur 30 années de commercialisation. Donc, c'est un vrai moment de panique, presque. Et on essaye à ce moment-là d'activer un petit peu, de réveiller l'agence du médicament, que nous prévenons avec depuis déjà 2 ans avec des déclarations de pharmacovigilance, et nous obtenons d'être reçus au sein de cette agence où nous allons être en fait mal accueillis, c'est-à-dire avec beaucoup de suspicions et même parfois des accusations de manipulation des données. Heureusement, au sein de cette agence, il y a un expert externe, qui est le docteur Catherine Hill, qui est une épidémiologiste de l'Institut Gustave-Roussy et qui travaille depuis très longtemps sur les associations entre des produits à risque, exposition, radiation, à l'alcool, au tabac, et les maladies qui peuvent s'en suivre. Elle me contacte et elle me dit « Je peux vous aider dans vos études parce que maintenant il va falloir faire des études épidémiologiques, c'est-à-dire établir un lien statistique entre ces valvulopathies et l'exposition au Mediator, et je peux vous aider pour cela. » Puis quelques temps après, elle me rappelle en me disant «
j'ai croisé lors d'un colloque, pour tout à fait autre chose, un médecin de l'assurance maladie qui est à la tête du service qui gère les immenses bases de données de l'assurance maladie. Je vous ai dit que tout était codé au niveau des hôpitaux et ces codages servent en fait à payer l'hôpital, c'est-à-dire que ces codages sont transmis à l'assurance maladie et une valvulopathie s'étend, une valvulopathie compliquée s'étend. C'est comme ça ce qu'on appelle la T2A que les hôpitaux sont rémunérés. Et donc tout ceci est stocké sur les bases de l'assurance maladie. Et il y a une autre très grande base de données à l'assurance maladie qui est celle des remboursements des médicaments, notamment dans les officines. Et Catherine Hill a demandé donc à ce médecin, le docteur Alain Veil, est-ce qu'il est possible au niveau national de croiser des données entre des personnes qui seraient hospitalisées pour des valvulopathies et des personnes qui auraient été exposées au Mediator. Il lui dit oui, c'est tout à fait possible. Depuis pas longtemps, on est capable de croiser ces données qui sont pourtant anonymisées, hein, mais on est capable de les croiser de façon fiable. Et donc je suis en contact de façon tout à fait officieuse, je dirais même clandestine, avec ce médecin de la Caisse d'assurance maladie que je vais appeler dans mon livre le Père Noël. Alors pourquoi le Père Noël ? Parce qu'il me dit, oui, je pense que ce que vous dites est très sérieux, et moi, j'ai la possibilité de regarder, alors je ne peux regarder que 3 ans en arrière, parce qu'après, les données sont détruites. Depuis l'affaire du Mediator, d'ailleurs, ceci a été aussi largement modifié, parce que entre la préservation des données personnelles et l'intérêt gigantesque et potentiel de ces bases de données, on s'est rendu compte qu'il ne fallait pas détruire trop derrière. Donc là, on était en 2009 et il me dit, je peux prendre les bases de 2006, je peux identifier 1 million de diabétiques sur ces bases, je peux savoir parmi ce million de diabétiques combien ont eu au moins un remboursement d'une boîte de Mediator en 2006 et isoler ce groupe qui a été exposé au moins une fois au Mediator, a priori, avec un groupe qui n'a pas eu de remboursement de Mediator, et je peux regarder sur les codages hospitaliers si ces groupes-là ont eu plus fréquemment, dans les années qui suivent, 2007, 2008, 2009, des codages de valvulopathie, des séjours dans les services de cardiologie et de chirurgie cardiaque. Et je vais le faire discretos parce que je ne suis pas sûre d'avoir l'autorisation de le faire comme ça. Et donc, 3 semaines après, alors pendant ce temps, nos démarches avancent au niveau de l'Agence du médicament et c'est de plus en plus dur, c'est-à-dire que les dernières réunions que nous avons en face des experts de l'Agence du médicament, en fait, devant nous, nous avons la totalité du staff des laboratoires Servier, aidés par des consultants qui ne sont autres que des grands professeurs de médecine responsables de santé publique en France et qui mitraillent véritablement la qualité de nos données et nous mettent en difficulté, voire en danger, voire en procès. Donc la situation est vraiment extrêmement tendue et je me souviens très bien qu'en rentrant d'une de ces réunions, en arrivant à Brest sur l'aéroport, un vendredi soir, je suis appelée par le Père Noël qui me dit « Je viens d'avoir les résultats donc, de ces croisements. Le résultat est absolument incroyable. Vous avez parfaitement raison. Le risque dans les 2 ou 3 ans qui suivent même la prise d'une seule boîte de Mediator est multiplié par 4 de se retrouver dans un service de chirurgie cardiaque. » Je transmets immédiatement ces données à mes supérieurs, j'en fais un rapport. Donc le rapport est arrivé effectivement à l'Agence du médicament et après encore quelques péripéties, fin novembre 2009, le Mediator était officiellement retiré du marché français, puis quelques mois plus tard au niveau du marché européen avec donc une estampillée par la Commission européenne. Alors, bon, j'étais contente parce que ça voulait dire quand même mettre à l'abri une population potentiellement très importante. Mais bien évidemment, j'étais très préoccupée à ce moment-là par le sort des victimes du Mediator, que ce soit les victimes brestoises, avec qui j'avais des échanges constants, puisque entre 2007 et 2009, j'avais étudié ces cas-là. Il y avait eu des patientes qui avaient été opérées, j'avais été beaucoup au bloc opératoire pour analyser ces valves et confirmer, pas seulement statistiquement, mais également cliniquement, cas par cas, la ressemblance entre ces valvulopathies et les valvulopathies qui avaient été décrites et publiées par les Américains. Donc je pensais à ces patientes qui étaient souvent en invalidité et donc dans des conditions
voilà, physique et matériel absolument pathétique, et qui pouvait bien sûr légitimement prétendre au moins à être indemnisé, puisque, je vous le rappelle, les Américains publient de façon formelle, entre 1997 et 2000, le fait que la molécule norphenfluramine est une molécule mortelle, un poison mortel. Et le médicament a continué à être commercialisé pourtant jusqu'en 2009, avec une dissimulation évidente de la présence de cette norphenfluramine. Alors, c'est là où je me dis, bon, il faudrait normalement que j'aille prévenir un procureur de la République, parce qu'il y a le sort de ces victimes, mais il y a aussi un comportement industriel, criminel, absolument effarant, et qui est d'ailleurs récidiviste, puisqu'il y a eu le premier drame de l'isoméride, impuni en France, et le fait que l'impunité soit telle que ce labo s'est permis de laisser sur le marché un poison équivalent. Comment faire ? D'aller signaler à un procureur de la République des cas de patients, à moins d'être victime soi-même. Ça n'est pas possible. Donc c'est aux victimes elles-mêmes de porter cette plainte. Et moi j'avais assisté à la façon dont les victimes de l'isoméride avaient été traitées par le laboratoire Servier, ça me paraissait impossible. Et donc finalement, ça a été, après mûre réflexion, la publication de ce livre, qui est un livre témoignage chronologique et qui repose exclusivement sur des données accessibles, publiées, des mails, des courriers, des publications scientifiques, ce qui est le seul moyen d'échapper ou d'espérer échapper aux attaques juridiques, notamment en diffamation. Ça ne va malheureusement pas empêcher le laboratoire d'attaquer tout de suite et d'obtenir gain de cause en première instance devant le tribunal de grande instance de Brest avec une censure du livre. Donc le livre reste 24 heures dans les rayons et il est ensuite définitivement, si je puis dire, coulé, même si nous avons gagné en appel quelques mois plus tard. Il y a eu donc heureusement quelques articles de presse et un député, Gérard Bapt, qui était un député cardiologue, qui était chargé de la mission santé à l'Assemblée nationale et qui va commencer à questionner, et alors là c'est très intéressant, l'agence du médicament. En fait, il lit le livre, il tombe de l'armoire, il me dit c'est absolument effarant, qu'a fait l'agence du médicament pendant toutes ces années? Et donc, il envoie des courriers à l'agence et il me dit, moi, en tant que député, chargé de la mission santé, j'ai l'AFSAPS sous mes prérogatives, cette agence du médicament, elle doit me donner les archives que je lui demande. Et alors, il y a eu un jeu de dupes qui a duré plusieurs semaines. Gérard Bapt écrivait au directeur de l'agence, Jean Marimbert, et qui lui remettait toujours le strict minimum. Il faut savoir que les délibérations, par exemple, des conseils de pharmacovigilance ou de mise sur le marché de ces grandes commissions n'étaient en ligne que depuis 2005. Or, l'histoire remontait bien avant et nous n'avions donc rien des délibérations qui avaient pu concerner ce médicament dans les années 97, 98, etc. Et donc, Gérard Bapt écrit, et puis ce que lui met à disposition l'agence, c'était ce qui était publié depuis 2005. Donc ça ne collait pas vraiment, quoi. Je dis non, Gérard, là il manque des documents, des délibérations, etc. Et donc ce petit jeu de ping-pong va durer pendant tout l'été 2010 avec 4-5 échanges et au forceps, on commence à voir arriver effectivement des archives ou des délibérations qui indiquent que l'agence était en réalité informée de la proximité du Mediator et de l'isoméride dès les années 97-98 et qu'il y avait eu un certain nombre d'alertes qui avaient été étouffées de manière incompréhensible, entre guillemets, et ce sera le sujet d'un grand procès pénal de comprendre comment l'agence a pu être en réalité captée et sous l'influence, le vrai patron était Servier au sein de cette agence. Voilà, donc ça a été vraiment une très grosse bagarre. Et finalement, Gérard Bapt a écrit une tribune dans le journal Le Monde, puis a mis en ligne dans un rapport de l'Assemblée nationale les courriers, les échanges qu'il avait eus avec l'agence. Et c'est tout cela qui a forcé l'agence, obligé l'agence, acculé l'agence à se tourner vers la caisse d'assurance maladie et téléphoner, je vous le donne en mille, au Père Noël, pour lui demander s'il pouvait évaluer
la mortalité liée à l'utilisation du Mediator pendant 30 ans, sachant qu'ils ne croyaient pas ce que nous disions à l'époque, qui était une évaluation de plusieurs centaines de morts. Et donc là, le résultat tombe, au moins 500 morts, et maintenant que les calculs ont été faits en tenant compte d'une mortalité à long terme, là il s'agissait que d'une mortalité dans les 3-4 ans qui suivent l'exposition au Mediator, en réalité on est au moins à 2000 morts, sans compter les hypertensions artérielles pulmonaires qui ont été mises de côté, qui sont difficiles à évaluer, mais qui se comptent en plusieurs centaines, et sans compter non plus bien sûr comme les accidents de la route, pour un mort vous avez 10, 20 très grands invalides cardiaques. Alors, l'affaire donc éclate en novembre 2010 et suscite, pour ceux qui en ont peut-être le souvenir, un scandale qui a alimenté les chroniques pendant au moins toute l'année 2011-2012 de façon extrêmement forte, avec l'ouverture notamment d'une information judiciaire et également des mesures réglementaires après un rapport de l'IGAS et également une loi d'indemnisation des victimes. Et là encore, enfin, assez brièvement, mais on va voir toutes les difficultés qui sont aussi liées finalement à l'accessibilité au passé. Le passé, il est énorme. C'est 40 ans de passé qu'il faut faire émerger. Alors, du côté réglementaire, ce sont des années d'obscurité et d'omerta sur les liens entre l'industrie pharmaceutique et le corps médical. Et l'affaire du Mediator illustre que jusque dans les instances de contrôle, la prise de contrôle par les industriels était absolument massive et tout à fait cachée, mais que ça se passait également au niveau des liens avec les prescripteurs de Mediator et les industriels, etc. etc. Donc tout ceci, et qui a protégé en réalité la commercialisation de ce poison. Donc tout ceci va aboutir à la loi Bertrand qui impose ce qu'on appelle le Sunshine Act, c'est-à-dire la transparence sur les industriels, sont obligés de déclarer tout type de lien qu'ils ont avec les professionnels de santé, avec son intérêt et également ses limites. Beaucoup d'articles dans Le Monde, de la matinale et dans les jours à venir sur ces questions-là d'ailleurs, de conflits d'intérêts. Donc premier grand sujet. Le deuxième grand sujet, c'est celui de l'instruction pénale et de savoir ce qui s'est passé. Et c'est là effectivement où j'ai vu se mettre en route, moi j'aurais bien aimé être une petite souris, pour aller voir dans les archives de Servier notamment, comment on a pu ourdir un tel crime industriel pendant autant de temps. Et c'est ce qu'ont fait les juges d'instruction avec des moyens énormes. Il y a eu de multiples perquisitions, il y a eu beaucoup de destruction d'archives. Ils ont trouvé beaucoup de papiers dans les broyeuses. Et bizarrement, dans les broyeuses, ce qui sortait, c'était tout ce qui est les liens de collusion avec différents acteurs de santé, notamment pour protéger le Mediator, qui allaient jusqu'à des liens étroits avec des ministres de la Santé, qui ont été en réalité des poulains nommés petit à petit, formés et nommés par Jacques Servier en personne. Je pense par exemple au ministre Philippe Douste-Blazy. Donc c'est vraiment très impressionnant. Donc, nonobstant le fait qu'un certain nombre d'archives ont été manifestement passées très largement à la broyeuse, heureusement, un industriel et 40 ans d'archives, on les retrouve, et ces archives ont permis l'écriture d'une ordonnance de renvoi et d'un réquisitoire qui font plus de 600 pages et qui vont ouvrir, vous le suivrez je pense avec intérêt, à partir du 23 septembre, un procès pénal qui va s'étaler sur plus de 6 mois, 4 demi-journées d'audience par semaine. Donc c'est quelque chose d'absolument gigantesque. La troisième grande question, c'est le sort des victimes. Alors là encore, on va avoir des questions d'archivage, si je puis dire. La première, c'est comment retrouver la trace des prescriptions de Mediator. Les gens sont traités depuis les années 76, vous imaginez ce que ça représente, et c'est donc depuis 6-7 ans une course folle pour retrouver ces traces. Alors ce sont sur les listings des pharmacies, les logiciels, mais ces logiciels changent et les données sont écrasées avec. Il y a eu aussi
bizarrement souvent des inondations des archives. Alors ça, j'aimerais parfois aller les voir, notamment chez les médecins prescripteurs. Donc c'est extrêmement complexe d'aller rechercher ces preuves-là, et des centaines de patients ont été débutés de leur demande, ne pouvant pas retrouver la trace de ces prescriptions. Mais aujourd'hui quand même, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, c'est près de 3700 victimes qui sont aujourd'hui éligibles à des indemnisations, et de l'ordre aujourd'hui d'à peu près entre 100 et 130 millions d'euros qui ont été versés. Voilà un petit peu le panorama que je voulais vous donner. Alors, en parlant d'archives, vous voyez, c'est rigolo parce que, alors moi, je suis bazardeuse, ce qui m'a beaucoup aidée aussi, parce que finalement, d'être bazardeux fait qu'on peut encaisser des choses énormes et on a presque l'habitude, quoi. Enfin, quelque chose comme ça, donc ça aide peut-être un petit peu. Mais par contre, c'est pas simple. Et moi, je me rends compte que mon obsession, depuis 10 ans que cette affaire se déroule, c'est mais qu'est-ce que j'ai des mails, j'ai des SMS multiples avec des ministres, avec des experts, avec des victimes, des milliers de mails. Il y a des crashs, il y a des photos, il y a des lettres, il y a... Voilà, c'est énorme. Et comment conserver ça? Où les conserver? Alors, je raconte juste une petite anecdote, enfin même deux, pour vous dire que c'est vraiment une question. Et ce que je vous disais, c'est parfois je me demande si le papier, c'est pas ce qu'il y a de mieux quand même, parce que... J'ai imprimé des mails qui paraissaient très importants, et en fait, souvent, les trucs ont craché. Mon ordi a craché, voilà, super. Enfin voilà, donc c'est vraiment très très compliqué ces questions-là, mais je pense que je parle à des gens très avertis. Et alors, il y a quelques jours avant de venir, je parlais avec mon éditeur, notamment d'archives, etc. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire chez les archivistes? Et je dis, au fait, Charles, j'espère que tu as bien gardé tes archives, parce qu'un jour, il faudra raconter tout ça. Et bien même, moi, je les ai donnés entièrement à la scénariste du film. Alors, oh là, mais moi aussi je vais tout donner. Parce que donc il y a eu l'écriture d'un scénario, et effectivement, finalement, le plus simple avait été que j'ai reçu des centaines en particulier de lettres de victimes. J'avais tout mis en arrière. Et en fait, je me suis dit, oh, mais il m'avait dit qu'il fallait que je les récupère, je ne sais pas où ils sont, etc. Donc je vous rassure, il y a 48 heures, j'ai envoyé un SMS paniqué à la maison de production en disant, mes archives, elles sont où? Et je les ai reçues, 2 gros cartons hier. Voilà. Donc, alors ces cartons-là, ils vont aller dans un espèce de où tous les autres, où il y a des tonnes de cartons, je trouve qu'elles prennent un peu l'humidité. Quand je touche, ça m'inquiète. Et pendant ce temps-là, on est en train de faire un grand bureau, une extension à ma maison, et ce grand bureau est destiné à accueillir des archives Mediator pour que je puisse les ouvrir et commencer à les organiser. Ça a été rappelé à l'envie, derrière tout ça, derrière des dossiers, derrière des chiffres, derrière des listings, il y a des hommes et des femmes. Donc je voudrais juste en faire un petit tour rapidement. C'est le travail... Non, pas du tout, c'est quelques photos. C'est le travail d'un photographe. Oui, c'est ça, c'est absolument ça. C'est le travail d'un photographe qui s'appelle Marc Dantan. Voilà, c'est ça. Marc Dantan qui a vu donc la fille de Brest, qui a été très bouleversée par cette histoire, et qui m'a dit, je voudrais faire des portraits des victimes du Mediator. L'effacement de ces gens, la tentative de Servier de faire que ces gens n'aient jamais existé, était extrêmement puissante, impressionnante. Une bonne partie du corps médical aussi voudrait qu'on les oublie. Et donc Marc est parti sur les routes de France et a photographié des gens qui avaient tous eu ces terribles opérations cardiaques liées au Mediator, et je vous en montre un tout petit extrait.
Je vous remercie. Si un jour quelqu'un veut venir m'aider à trier, je suis pour les questions. Merci beaucoup Madame Frachon pour ce témoignage. Je pense que c'est vraiment parfaitement ce que nous avions imaginé dans le rapport dont vous avez pu témoigner aux archives, aux informations. À tous les niveaux, avec des niveaux effectivement qui ont pu nous faire sourire sur un certain nombre de problématiques auxquelles nous sommes confrontés très, très concrètes, et puis aussi des témoignages qui nous émeuvent aussi sur le rapport des archives avec les vies humaines qui sont derrière et le rôle que cela a. Je me tourne vers l'organisation juste pour savoir si on a le temps d'accueillir quelques questions ou non. Ok, on va faire circuler les micros. Vous pouvez nous signaler. Ouais. Présentez-vous pour... Bonjour. Vous m'entendez? Oui. Bonjour, Colline Vial. Je travaille aux archives de Brest. À titre personnel, je serais ravie de vous aider à passer les documents. Et je ne m'engage pas pour mon service d'archives parce que ma responsable est dans la salle. Je ne sais pas si on peut récupérer ou faire des copies de ces documents pour archivage aussi chez nous. Voilà, mais en tout cas avec plaisir. Merci beaucoup et bien volontiers pour des collaborations à venir parce que je pense que c'est important. Je me suis aperçue que cette histoire, effectivement, elle me dépasse complètement et que ces archives me posent des problèmes insolubles. Ouais, vraiment. Pas de souci. Archives papier numérique, on peut. Numérique. Bonjour, Émilie, rectorat de l'Académie de Toulouse, ce qui n'a aucun lien avec votre activité. Moi, j'aurais voulu savoir, puisqu'on est tous des archivistes, si dans le procès qui a été fait au laboratoire Servier, si en plus du scandale qu'ils ont généré, si la condamnation avait aussi couvert la destruction des archives. Alors, c'est une bonne question. Donc, il y a eu effectivement une information judiciaire pour destruction de preuves qui n'a pas abouti finalement à une mise en examen. Donc c'est un grief qui n'a pas été retenu dans l'accusation parce que les indices sont très concordants. Mais je me suis rendu compte quand même que, en fait, alors moi, c'est une affaire qui ça m'a obsédée. C'est-à-dire que quand l'affaire éclate et que j'ai un premier contact avec l'enquête préliminaire et les gendarmes, donc c'était en janvier 2011, j'en dis les gars, il faut y aller parce qu'ils vont tout détruire. Et ils m'ont dit, ne vous inquiétez pas, on s'est retrouvés, enfin voilà. Et en fait, les perquisitions sont intervenues plusieurs mois après l'ouverture d'une enquête. Et je pense que les destructions ont été massives. Elles ont été l'objet d'un article dans Le Monde. En fait, il y avait une des personnes de chez Servier qui était donc chargée de ces destructions d'archives qui a témoigné et qui a décrit l'affolement des responsables, la façon dont des centaines d'énormes sacs poubelles ont été détruits, des affolements aussi pour retrouver des photos, des vidéos, etc. Enfin, il s'appelle Loïc Medec, on peut le retrouver dans les archives du Monde. Il a été entendu, malheureusement, ce témoin qui est depuis décédé présentait aussi des troubles, je pense, de personnalité qui faisaient qu'il était très compliqué d'avoir un témoignage parfaitement fiable, même si je pense qu'il est très largement parfaitement véridique. Et les juges d'instruction, après avoir enquêté, ont fini par lâcher
ce grief, mais il reste quand même tout à fait présent et décrit dans l'ordonnance de renvoi des juges d'instruction et au niveau du réquisitoire. Donc ils ne seront pas condamnés pour cela, et je le regrette vraiment, mais il y a, comme je vous l'ai dit, les papiers retrouvés dans les broyeuses, etc. Il y a quand même vraiment des indices. Bonjour, ici Annie Sigaud, donc archiviste. Alors, votre histoire me touche beaucoup et cela me rappelle le livre témoignage notamment d'un ancien haut responsable des laboratoires Eli Lilly qui avait notamment dénoncé le Prozac. Donc je n'ai toujours pas osé lire livre, témoignage, rapport, visionner film, mais j'ai eu la chance d'échanger beaucoup avec des scientifiques, des archivistes, documentalistes, informaticiens, membres scientifiques de la pharmacovigilance ou des affaires réglementaires quand j'étais prestataire à la NSM puis chez Sanofi, et également avec des gens de Servier. Et je me posais une question, de quel service retrouvez-vous vos archives qui ont servi à la constitution de vos dossiers? Est-ce que certains services ressortent, notamment les dossiers liés à la mise, l'autorisation de mise sur le marché? Est-ce que le dossier médical partagé qui est en cours de déploiement pourra aider à un meilleur traçage et une meilleure protection des patients? Alors le dossier médical partagé, je ne sais pas trop ce qu'il va apporter. Pour l'instant, ça patouille toujours et je ne suis pas très experte de ça. L'idée, effectivement, est probablement de disposer de données un petit peu cohérentes et que les intervenants en santé puissent avoir au moins une synthèse voilà, de l'histoire médicale d'un patient. Je reprends cette quête des archives. Parmi ceux qui, alors ça je vous conseille aussi d'aller voir ce travail-là, il y a deux types de travaux qui ont été majeurs avec une recherche d'archives considérable, outre l'instruction. Ça a été le rapport de l'IGAS. J'en ai pas parlé, il faut que j'en dise un mot. En janvier 2011, Xavier Bertrand, à la suite de l'éclatement du scandale, a demandé à l'IGAS, Inspection Générale des Affaires Sociales, d'enquêter sur le côté administratif. Et le travail a été fait en 6 semaines. C'est complètement éblouissant ce qui a été fait. Je crois qu'ils n'ont pas dormi, les inspecteurs de l'IGAS, pendant 6 semaines, ni mangé. Et ils étaient dans les archives. Ils ont ressorti 3000 pages d'archives qui sont en ligne. Vous pouvez les retrouver et qui sont absolument hallucinantes parce que des perles, mais des perles terribles, puisque sont arrivés des documents administratifs qui amènent l'agence du médicament au procès pénal, hein, sur le banc des accusés. Et puis également des documents qui nous sont parvenus après l'éclatement du scandale, notamment par des gorges profondes, hein, des anciens salariés de Servier, complètement terrifiés d'ailleurs par leur employeur. Donc c'était des vrais jeux de piste et presque des courses au trésor. C'est-à-dire pour aller récupérer des documents, c'était absolument incroyable, les précautions que prenaient ces gens. Et on a vu arriver des documents absolument essentiels qui montraient à quel point cette tromperie était parfaitement organisée et délibérée. Hein. Donc les chefs retenus, c'est homicide involontaire par violation délibérée, c'est-à-dire homicide délibéré. Autre chose aussi, je vous signale un travail de thèse et de l'histoire des sciences. En fait, je suis une petite maline. Si je viens vous voir aujourd'hui, c'est parce que je suis vraiment ravie de vous raconter cette histoire-là. Vous voyez aussi, il y a des effets, on va pouvoir travailler et avancer. Et en fait, je fais ça depuis toujours. Vous pourrez lire dans la revue Esprit, qui est publiée sur les lanceurs d'alerte, ce que j'appelle passer le relais, c'est-à-dire être porteur d'alerte pour que cette alerte aboutisse et
prenne effectivement se déploie complètement, il faut solliciter des gens dans des domaines qui me sont extraordinairement étrangers, parce que alors, nous, les médecins, on est tellement étriqués, c'est effrayant. Et donc, il faut les chercher ailleurs. Et en 2011, j'ai donné une conférence et je savais qu'il y assistait des sociologues, et notamment des spécialistes d'histoire de la médecine, en particulier le professeur Christian Bonnat, qui travaille à l'université de Brest, qui est à la fois professeur de médecine et professeur d'histoire de la médecine. Et il a rebondi sur cette affaire-là parce qu'il connaît très bien l'histoire des scandales médicamenteux. Et on a eu la chance qu'une étudiante en thèse se branche et a travaillé depuis 6 ans sur cette affaire-là. Et il s'agit de Solène Lelinger, qui a soutenu sa thèse en décembre dernier et qui a retrouvé donc là c'est un travail historique, toutes les archives de toutes les pièces marketing de Servier qui ont concerné le Mediator, donc de toute la stratégie marketing de ce laboratoire depuis la mise sur le marché en 1976. Également, beaucoup d'archives concernant pourquoi est-ce que les cardiologues n'avaient pas vu ces valvulopathies, sur l'histoire de l'échographie cardiaque, etc. Donc il y a eu un très très gros travail aussi, par exemple, qui a été fait dans le cadre de cette thèse, à la recherche notamment de tout un tas de documents historiques passionnants qui permettent d'éclairer comment cette histoire-là a pu se dérouler sur plus de 40 ans. Je ne réponds pas complètement à votre question en fait, mais je voulais quand même vous parler de ces affaires-là. Pour arriver à remonter cette histoire-là, c'est vrai qu'on a besoin c'est multidisciplinaire, quoi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment en tête. Il y a le travail, bien sûr, des journalistes aussi, hein, qui vont chercher, etc. Le travail des artistes. Il y a eu La Fille de Brest, il y a eu une pièce de théâtre qui s'appelle Mon cœur, qui tourne encore, qui raconte la mémoire d'une victime. Vous avez compris que j'ai une obsession mémorielle sur la trace de ces victimes. Voilà, donc tout ceci s'appuie en fait sur de multiples compétences et voilà, je pense que c'est important. Merci beaucoup pour les sources. Je propose de prendre une dernière question. Bonjour, Joseph Schloch des archives départementales de Seine-et-Marne. On a évoqué tout à l'heure la question des archives du laboratoire Servier, qui sont des archives privées, des archives d'entreprise. Donc on sait évidemment les obstacles qui peuvent exister au contrôle, en tout cas au suivi de leur conservation. Qu'en est-il des archives publiques qui s'inscrivent dans un environnement réglementaire nettement plus encadré, qu'il s'agisse des archives de l'Agence du médicament, des archives de l'Inspection générale des affaires sociales, et peut-être le cas le plus sensible, les archives des cabinets ministériels, des ministres de la Santé que vous avez évoqués. Qu'en reste-t-il? Est-ce que ces documents ont été accessibles? Est-ce qu'ils ont été détruits? Est-ce qu'il y a eu un contrôle au titre du contrôle scientifique et technique de l'État qui a pu être assuré sur ces documents? C'est une très bonne question. Alors, je vous invite d'abord à consulter effectivement le rapport de l'IGAS qui décrit quand même les difficultés qu'ils ont eues à accéder à un grand nombre d'archives administratives auxquelles ils auraient dû avoir accès facilement. Donc ça a été très, très difficile. Alors moi je ne peux pas vous répondre sur tout, mais ce que j'ai lu de l'ordonnance de renvoi des juges, donc qui décrit leur enquête, c'est que les archives ministérielles se sont évaporées, il n'y a pratiquement aucune trace. On voit que ça s'arrête c'est assez étonnant, c'est-à-dire que, par exemple, le ministère de la Santé a protégé le remboursement du Mediator jusqu'en 2009. Le Mediator a été remboursé au taux plein par la Sécurité sociale jusqu'en 2009. Ce qui est déjà une aberration, indépendamment de la dangerosité du Mediator, c'est une aberration, parce que le Mediator ne servait à rien, c'est un très mauvais antidiabétique, il n'était même pas un antidiabétique, il était un adjuvant, enfin bref. Il y a eu un énorme combat de Servier pour en faire un vrai antidiabétique, et ça va être également d'ailleurs jugé lors du procès pénal pour mise sur le marché avec frauduleuse, en fait, y compris sur l'aspect bénéfique. Hein. C'est une double tromperie, à la fois sur les aspects bénéfiques, et bien plus terrible, à partir des années 95, sur la dangerosité. Et donc, les juges d'instruction ont cherché à savoir pourquoi et qu'est-ce qui s'était passé au niveau de ce remboursement. Ils ont découvert que la Caisse d'assurance maladie, elle n'était absolument pas dupe, et a constamment, d'abord, a mis en garde sur la dangerosité de cette amphétaminique dès les années 98, alerte étouffée, avec des courriers tout à fait
parfaitement lucide. Et surtout, la Caisse d'assurance maladie a constamment alerté les ministères de la santé successifs sur le problème du remboursement. Ça coûtait 30 millions d'euros par an pour une saloperie. Et en permanence, ce coût pour la santé induit le fait que toutes les réévaluations du service médical rendu montraient que c'était un médicament qui ne servait pas à grand-chose, etc., remontaient au niveau du ministère. Et alors là, c'est très très frustrant parce qu'on voit en fait que les conseillers de ces ministres, par exemple, beaucoup au moment du ministère de Jean-François Mattei, par exemple, dans les années 2000-2002, là où il y avait vraiment des grosses offensives de la Caisse d'assurance maladie pour obtenir le déremboursement du Mediator, et bien, vous voyez qu'il y a une interface qui sont les conseillers ministériels qui reçoivent. Alors quand les juges d'instruction tracent les agendas, on voit très bien qu'il y a une chronologie parfaitement cohérente, c'est-à-dire que les industriels sont reçus par les conseillers, et puis finalement les décisions de garder le remboursement tombent quelques temps plus tard. Enfin, tout s'articule de manière limpide, mais il n'y a pas de trace. Et donc, les juges d'instruction, manifestement, auraient souhaité renvoyer certains ministres devant la Cour qui n'existe plus de justice de la République, ou en tout cas devant la justice, et on sent bien qu'il manque il y a des archives qui ont disparu. Merci Madame Frachon, je pense qu'on va, même si je comprends bien que les échanges pourraient se poursuivre, on va devoir s'arrêter là pour lancer la suite du forum. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous.